Dans l'épisode du jour, je vais mettre en lumière les problématiques de notre système de santé face à la santé mentale et particulièrement pour nous, à la dépression. L'objectif, pas forcément de critiquer notre système de santé, mais de partager aussi des bons conseils pour pouvoir sortir de la dépression et utiliser ce système de santé à la bonne hauteur pour que tu puisses réussir à prendre soin de toi face à ta dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture, et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un épisode, je pense, assez particulier. C'est vrai que en France, car je vais y parler de la France, notre système de santé est l'un des systèmes de santé, je veux dire, les plus intéressants au monde, mais quand même a certaines difficultés. Et je trouve que quand on doit vivre avec une dépression, c'est un défi qui est déjà très intense et difficile, mais il est vraiment pour moi frustrant parce que notre système de santé sur la santé mentale, à mon sens, est défaillant. Nous savons qu'en France, nous avons vraiment ce système de santé accessible à tous, gratuit pour la plupart des choses, et c'est vrai que c'est intéressant. Le problème, c'est que quand on est face à notre dépression, on est souvent perdu. Il n'y a pas forcément d'éléments moteurs qui vont nous suivre du début jusqu'à la fin. Il existe tellement de solutions pour sortir de la dépression qu'on ne sait jamais lesquelles prendre. Nous avons cette chance en France d'avoir de nombreuses choses qui sont remboursées, mais par exemple les psychologues ne sont pas remboursés. Et en fait, on peut vite être perdu. Déjà qu'il est très compliqué d'accepter une dépression, car on sait très bien que la dépression est énormément stigmatisée aujourd'hui dans notre société, tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui ont des visions biaisées par rapport à la maladie. Donc nous, on doit dépasser nos fausses croyances, notre stress sur je suis pas folle, je suis pas faible, c'est bon, les antidépresseurs ça rend pas dépendant, et on peut très vite tomber sur un système de santé qui va peut-être un peu nous dégoûter. Est-ce que c'est ton cas ? Pour ma part, je sais que l'une de mes expériences les plus complexes a été avec mon tout premier psychiatre que j'ai vu, où il avait tout de suite fait un diagnostic, tout de suite donné un antidépresseur, il m'a pas écouté, il m'a pas entendu, et j'ai été vraiment déçue, et d'ailleurs j'ai refusé de revoir un psychiatre pendant 8 mois à cause de cette personne. Alors bien sûr, je vais quand même prendre un certain recul, je suis entièrement d'accord que je n'étais pas dans l'acceptation complète de ma dépression, mais quand on fait déjà le premier pas, on fait déjà un pas pour aller voir un professionnel de santé, parce qu'on nous dit que pour sortir de la dépression, il faut voir quelqu'un, et que lorsqu'on fait ce premier pas, on se tape des tatanes, des déceptions, des frustrations, de l'incompréhension, on se trouve avec un traitement qui a l'air très bizarre, on a des effets secondaires qui sont pas forcément bien expliqués, bien adaptés, des fois on sait même pas pourquoi on prend un traitement, et on est un peu vite perdu. C'est vrai que ces insuffisances pour moi et ces défaillances peuvent rendre la situation encore plus difficile quand on doit gérer la dépression. C'est déjà pas facile de gérer notre changement de vie, nos idées négatives, notre dévalorisation constante, la déconnexion de nos émotions. Ça veut dire qu'on doit aussi être des co-acteurs encore plus de notre parcours de soins. C'est vrai qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont été faites. Moi, je le vois très bien parce que aujourd'hui, quand je fais le recul entre 2014, lors de ma toute première dépression, et aujourd'hui, en 2024, ce qui est fait pour la santé mentale, je ne vais pas négliger le fait qu'il y a eu une très grande évolution. Ce serait mitonner que de dire que il n'y a pas eu de changement depuis. Mais la réalité, c'est que même encore aujourd'hui,
notre système de santé peut être un petit peu quelquefois pas assez adapté à nos besoins. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de ce sujet parce que moi je ne veux pas de tabou sur ce podcast et de te parler en fait de ce système-là. L'objectif, te réconcilier avec ce système si jamais actuellement tu es un petit peu déçu de ce qui t'est arrivé, de t'expliquer un petit peu pourquoi ça se tire un peu les pattes, mais surtout comment est-ce que toi tu peux faire pour gérer au mieux ce système qui a l'air pas forcément toujours adapté. Moi, j'aime bien le dire haut et fort. Aujourd'hui, je suis sortie de ma dépression avec ce système de santé défaillant. Moi, c'est grâce à mon psychiatre, mon médecin traitant, que j'ai réussi à sortir de ma dépression. Donc du coup, aujourd'hui, c'est vraiment très important de dire clairement les choses. On a un système qui peut quelquefois bien fonctionner pour certains, d'autres le parcours est un peu plus compliqué. Eh bien, j'avais envie de t'aider à te débarrasser de ces fausses croyances sur ce système de santé, le connaître clairement, ne pas être déçu pour mettre en place les bonnes choses et dépasser les insuffisances pour mieux t'en sortir. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Alors avant, je vais faire ma petite youtubeuse beauté, je vais faire un disclaimer, etc. Parce qu'en fait, je suis consciente que la dépression est une épreuve qui est difficile et qui est stressante. Je connais très bien la dépression car j'ai moi-même vécu la dépression et j'ai dû naviguer à travers ce système imparfait. Et donc je connais les défis que tu peux rencontrer. La réalité, c'est que trouver un bon psy, avoir le bon suivi, la bonne méthode, le bon antidépresseur, et puis surtout quand on est au début de la dépression, on fait beaucoup confiance, et puis au bout d'un moment, au bout de certains mois, de certaines années, on est un peu déçu, c'est compliqué, on a l'impression que les gens ne nous écoutent pas, qu'on n'avance pas, et c'est là où c'est difficile. Ici, mon objectif aujourd'hui, c'est un petit peu de te mâcher le travail en te fournissant cette direction. Personnellement, moi, j'aurais tellement aimé, tu sais, qu'on puisse avoir une personne centrale, genre un infirmier ou une secrétaire ou quelqu'un qui va être un peu notre élément qui va nous permettre de nous diriger à chaque instant vers la bonne personne. Eh bien, à travers l'épisode de podcast, c'est ce que je souhaite te proposer. Te proposer un guide pour aller dans chaque étape du processus, pour savoir à quoi t'attendre, pour savoir ce qui va se passer, pour réussir à rechercher l'aide correctement. Le but est de réduire l'incertitude et l'anxiété que peut accompagner la démarche de travailler contre la dépression. Ça va te permettre aussi de prendre un certain recul et de te donner des conseils pratiques pour naviguer à travers ce système de santé avec des astuces assez sympas. Vraiment, tu vas te sentir moins seul, mieux préparé pour affronter cette période difficile, que tu commences, que tu sois au milieu, que tu sois à la fin. L'objectif est que tu puisses sentir un certain contrôle de la situation, comprendre ce que tu as à faire et réussir à mettre en place les bonnes actions. Vraiment, même si notre système de santé elle n'est pas au top, il peut rester néanmoins efficace. Aujourd'hui, j'ai déjà dit, mais j'en suis la preuve vivante que c'est grâce à ce système un peu foutu à certains endroits que j'ai réussi à m'en sortir. Donc on va pas non plus lui cracher au visage comme ça. On va essayer de prendre un vrai recul et de comprendre le problème de notre système de santé. Alors on va commencer avec la problématique. D'après toi, est-ce que tu connais les causes de la défaillance de notre système de santé ? Eh bien, déjà pour la simple raison que la dépression en elle-même est problématique. Pourquoi la dépression est problématique ? C'est une maladie bizarre, c'est dangereux, c'est chelou, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe, Manu ? Alors, ne t'inquiète pas, ne panique pas. La dépression est une maladie avec des approches multidisciplinaire qui va impliquer des psychiatres, des psychologues, voire d'autres spécialistes comme des addictologues, des nutritionnistes, etc. La réalité, c'est que la dépression, c'est une maladie qui va toucher notre cerveau. Il y a des symptômes biologiques qui sont présents. On le sait très bien, c'est un problème de neurotransmetteurs entre nos synapses, nos neurones. Il n'y a pas assez de neurotransmetteurs reconnus. La sérotonine, la norépinéphrine ou la noradrénaline et aussi la dopamine. Et donc, les médecins connaissent le problème biologique et vont du coup avoir ce côté. Pour pouvoir sortir de la dépression, il y a un traitement. La réalité, c'est que pourquoi elle est multidisciplinaire ? Parce qu'on sait que même s'il y a un dysfonctionnement biologique, il y a une raison, une cause à ce dysfonctionnement biologique, et souvent ces causes sont soit médicales, soit psychologiques. Ça veut dire qu'il y a des problématiques dans notre quotidien
qui doivent être traités par quelqu'un qui connaît les problématiques liées à notre psychologie. Et ensuite, il va y avoir aussi d'autres situations complexes, comme le fait qu'on ait des problèmes alimentaires, on peut avoir de l'addiction qui nous embête, on peut avoir plein de problèmes qui vont aussi déclencher une dépression, qui vont peut-être demander à un nutritionniste de nous réapprendre à manger, un addictologue de pouvoir arrêter peut-être l'addiction au tabac, à certaines drogues, etc. Et en fait, la réalité, elle est là. La dépression, déjà, dans notre système de santé, on va être honnête, elle est problématique. À la différence d'un cancer, d'un diabète, où là, on est vraiment sur une maladie purement, on va dire, biologique, physiologique, où vraiment, ce sont des médecins qui vont rentrer là-dedans. La dépression est une maladie qui a un aspect psychologique. Et les psychologues ne font pas partie du système de santé de base. Alors du coup, il y a ce lien qui doit être fait entre ces deux structures qui n'est pas toujours fait de la bonne façon, voire même qui n'est pas fait du tout pour certaines personnes. Donc ça, c'est l'un des premiers problèmes, parce qu'il est possible qu'un psychologue ne parle jamais avec un psychiatre, et en fait cela est assez dommage parce qu'en fait du coup il y a un lien qui va se faire. Moi où là je vais parler de défaillance, c'est que par exemple un psychiatre va recommander un antidépresseur et le psychologue va dire que ça ne sert à rien. À ce moment-là, qui doit-on écouter? Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas des sachants et que la seule chose que l'on veut, c'est pouvoir avoir tout simplement un recul nécessaire et savoir ce qui est bon pour nous. Du coup, on va avoir ce premier problème. Le deuxième problème, c'est la stigmatisation autour de la dépression qui reste encore une barrière assez majeure. Je vais te raconter une petite histoire pour comprendre un peu pourquoi cette stigmatisation, elle joue dans la défaillance de notre système de santé. Un jour, comme tous les mois, je viens récupérer mon traitement chez la même pharmacie pour ma dépression. Je ne sais plus si c'est une préparatrice en pharmacie ou si c'est une pharmacienne qui me reçoit. J'arrive, je propose mon ordonnance et je demande mon traitement. Elle vient avec une boîte et je lui dis écoutez madame, c'est des boîtes de vin, c'est pour 30 jours, je n'ai plus de boîte à la maison, je voudrais une deuxième boîte. Elle me regarde, elle me dit non, le mois dernier on vous a donné 2 boîtes, ça veut dire que vous devez en avoir une chez vous, vous n'avez qu'une boîte et puis c'est tout. Bon, je la regarde un peu, je l'entends s'énerver, je comprends pas pourquoi elle s'énerve. Et je lui dis mais j'insiste parce que je lui dis écoutez, moi j'ai passé 30 jours, il y a 20 médicaments, moi non, je vais devoir avoir besoin d'une boîte d'avoir 22 boîtes quoi. Mais moi je suis loin, je fais des années-lumière. Et à ce moment-là, elle a vrillé. Et elle me regarde, elle me dit ouais, avec le traitement aussi lourd que vous prenez, vous ne devriez pas perdre ce genre de boîte. Ça se trouve, je ne sais pas si vous faites du trafic de vos médicaments. Et puis en plus, quand je vois vraiment tout ce que vous prenez, se mettre ce traitement super lourd, franchement, vous êtes trop jeune pour faire une dépression, mademoiselle. Hein. Pour moi, vous prenez trop de médicaments. Et là, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment, avec une histoire juste de boîte, je me suis fait démonter en 5 minutes. Et ce genre d'expérience est répété régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui me partagent ces expériences malheureuses avec les pharmaciens, avec les secrétaires médicales, avec les médecins traitants, qui vont avoir des stigmatisations qui sont toujours là et qui rendent difficile le chemin de guérison. À la base, moi je suis à la pharmacie, c'est bon, j'ai accepté ma dépression, j'ai accepté mon traitement, je te dis juste qu'il me manque une boîte, tu peux ne pas me faire confiance, tu peux penser que je trafique mes médicaments, il n'y a pas de souci, mais il y a une manière de dire les choses. Parce que moi je suis rentrée démoralisée et j'ai dû appeler mon psychiatre et reprendre un rendez-vous pour lui dire espèce d'enfoiré, en fait mon traitement que vous me donnez c'est n'importe quoi, c'est super lourd et c'est mauvais. Et il me dit, je vois pas de quoi vous parlez. J'ai dû appeler ma tante médecin pour être sûre qu'il me racontait pas des baragouinages. Et en fait, elle me dit, non, je vois pas pourquoi elle s'est énervée. Elle dit, oui, t'as une posologie assez un peu élevée, mais t'as une dépression sévère, ma chérie, donc c'est normal que t'aies ça. Et en fait, le truc, c'est que, je suis allée chercher mon traitement, je me suis retrouvée avec un amas d'émotions négatives. Et c'est là où c'est difficile. C'est qu'on est face à des professionnels de santé qui, eux, devraient nous aider et on est obligé de les remettre à leur place. Et plusieurs fois, cette dame et moi, on a eu des fights. Plusieurs fois. Et un jour, une nouvelle fois, parce que moi, ma boîte de 40, là, franchement, c'était nul. Et une fois, j'ai eu un nouveau fight et je lui dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte que votre discours est discriminant, stigmatisant, et que je viens tous les mois, dans la même pharmacie. Si j'avais envie de vous embobiner, je ne viendrais pas dans votre pharmacie. Et elle me dit, je vous crois pas. Et j'ai dit, écoutez, vous avez mon dossier, regardez les précédents trucs. Et elle se rend compte
que depuis 4 ans, je ne fais que dans cette pharmacie. Donc du coup, ça m'a énervé que de devoir me battre avec cette dame, qui était la pharmacie d'en bas. Moi, j'ai juré que j'avais rien à me reprocher, donc j'irais toujours dans cette pharmacie, mais c'est des trucs nuls. Et en fait, ce sont ces petites choses comme ça qui montrent que c'est défaillant. Elle est pharmacienne et elle est face à quelqu'un qui a un traitement antidépresseur. Si elle trouve que peut-être j'abuse sur le sujet, on peut prendre le temps de parler 5 minutes, même s'il y a du monde, pour dire est-ce que vous êtes sûr que vous avez la bonne boîte? Parce que j'ai l'impression que non. Vraiment, normalement, vous devriez avoir cette boîte. Ce que je peux vous proposer, c'est vous prenez votre boîte. Si vraiment vous n'avez plus, vous revenez. Il y a des solutions. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez formés. Et ça, c'est autre chose qui, qui du coup est un peu particulier, c'est aussi les vieux psychologues, les vieux psychiatres et les vieux médecins traitants qui vont avoir un fonctionnement qui est aussi particulier. Cette stigmatisation, elle vient aussi avec la notion de génération. Ce qui est assez intéressant à savoir avec la santé mentale, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand on est là en 2024, quand on va sur les réseaux sociaux, il y a plein de jeunes psychiatres, de psychologues qui font beaucoup de vulgarisation de la dépression. Et ça, c'est génial. Mais il y a encore des vieux personnes qui ont 60 ans, 70 ans, Instagram, c'est pas leur truc, qui, par exemple, moi je vois mon papy psychiatre, par exemple, mon papy psychiatre, il est bientôt à la retraite, les réseaux sociaux, il en a pas, un téléphone portable, smartphone, oui, mais clairement, les réseaux, il en a pas, et donc du coup, lui, il est content d'entendre ce que je fais par rapport à la verbale, enfin, à comment dirais-je, à parler de la dépression, il est mon fan numéro 1, mais écoutez mes podcasts, il me dit oui, mais j'ai pas Spotify, moi, j'ai pas YouTube, j'ai pas. Je dis mais docteur, il y a d'autres situations, donc on s'est battu pour qu'il puisse écouter mes podcasts parce que c'est une génération. Et en fait, ils sont toujours là. Avec ma tante est médecin et elle me disait, écoute Manu, il y a un problème, c'est qu'il y a peu de psychiatres, il y a une mauvaise répartition, ça c'est une étude de 2019 qui l'a fait sur le fait qu'il y a beaucoup de psychiatres qui doivent jongler entre un cabinet et l'hôpital, et qu'en fait il y a certains endroits, certains en France où il y a pas de renouvellement de psychiatres. Et donc il y a une ancienne génération qui est toujours là, de psychiatres, mais aussi de psychologues, de secrétaires médicaux, de médecins traitants, qui vont avoir des visions inadaptées par rapport en fait à la santé mentale. Et on va avoir des médecins qui vont avoir par exemple le rôle du médecin de famille, qui va voir un jeune enfant de peut-être 15 ans faire une dépression. Il a vu la maman la veille qui a dit ouais, mon fils il fait n'importe quoi, il travaille pas à l'école, et puis on va voir le médecin de famille, puis il nous dit écoute, si t'es en dépression parce que tu bosses pas à l'école, non, t'es pas en dépression. En fait, on va avoir ces petits problèmes qui sont liés au fait qu'il y a des gens, il y a une vieille génération. Les médecins de famille, moi ça m'agace parce que du coup, ils sont bien gentils, mais ils ont trop d'affect. Je vais le dire haut et fort. Quand on a des jeunes en dépression depuis leur adolescence, il y en a plein qui zappent. Et donc, c'est tous ces petits trucs comme ça qui sont assez déroutants. Je ne vais pas faire de généralisation. Moi, mon papy psychiatre, je dis que c'est un papy parce qu'il est censé aller à la retraite, mais il reste parce que personne ne peut prendre son cabinet. Donc déjà, tu vois le délire. On est à Nantes, hein. Pourtant, on est à Nantes. Hein. Moi, j'habite à Nantes. Hein. Et en fait, on a ce problème-là. Et on a cette génération qui doit un petit peu grandir, voire même un peu sauter, et qui est toujours présente. Moi, je sais que la pharmacienne là qui me saoulait quand j'habitais avant dans mon ancien appartement, c'était une vieille pharmacienne. Donc, il y a encore ces gens qui sont là-dessus. Et après, il faut pas non plus dire que c'est que les vieux. Il y a une jeune génération aussi qui a une vision un peu biaisée de la situation. Donc, en fait, ça aussi, c'est un problème. Il y a la stigmatisation, il y a la notion de génération. Il faut qu'une génération saute pour que ce soit mieux, mais elle est encore là aujourd'hui. Et puis, il y a un manque de formation, je suis désolée, sur la santé mentale là-dessus. Il y a un dernier point qui n'est pas facile pour nous dépressifs, mais moi je l'ai vécu de plein fouet. C'est le fait que comme la dépression a une approche multidisciplinaire, quand il s'agit d'un médecin, d'un psychiatre, on peut être remboursé. Merci la CPAM. Moi, par exemple, je suis d'ailleurs toujours en infection longue maladie pour ma cyclothymie, ce qui fait que mon parcours de soins, médecin, psychiatre, dès que c'est un truc psychologique lié au psychiatre, je ne suis
je n'ai pas à rembourser. Ça fait partie de mon parcours de soins. Tout le reste, je paye moi-même, comme tout le monde. Ça, c'est un super bon truc. Mais le problème, c'est que les psychologues ne font pas partie du système, on va dire, médical. C'est quelque chose qui est à part. Et en fait, comme c'est quelque chose qui est à part, on doit payer de notre poche. Alors les gens vont dire que ouais, c'est abusé, vous, en France, vous devriez pas vous plaindre de payer, vous payez rien du tout, etc. D'accord les gars, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi il y a des CMP ? Pourquoi il y a des centres médicaux psychologiques ? La société française, notre CPAM, est au courant qu'on a besoin d'aide psychologique par rapport à la santé mentale. Elle a donc créé des centres médico-psychologiques où il y a des psychologues, où c'est gratuit pour nous aider. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est vrai qu'ils ont réussi à créer quelque chose pour nous permettre de ne pas avoir à débourser tous les mois peut-être entre 100 et 200 euros de notre poche pour payer un psychologue, parce qu'un psychologue, la séance moyenne est à 50 euros. Eh bien, on est content d'avoir des CMP, mais il n'y en a pas assez. Et ce que du coup, on se retrouve avec des délais d'attente infernales. Il y a des CMP qui sont géniaux, où il y a le même psychologue, la même infirmière psy, etc. Et il y en a, c'est jamais les mêmes psychologues, c'est toujours des gens différents, ça dure pas très longtemps, et la infirmière psy, elle est dépassée. Donc il y a des structures qui sont créées, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc du coup, c'est ça le problème, c'est si on nous dit depuis le début, battez-vous tout seul avec le psychologue. Ok, mais fallait pas créer les CMP, les gars. Et puis après, il y a un autre truc qui a été créé aussi, qui est particulier. C'est mon parcours psy. Mon parcours psy, c'est un truc vraiment génial qui a été créé. En fait, le parcours psy, c'est quelque chose qui a été créé par le gouvernement pour qu'on puisse avoir un accompagnement psychologique et avoir 12 séances remboursées par an. Ce qui est vraiment génial. Et en fait, le problème, par contre, de mon parcours psy, c'est que les psychologues n'étaient pas vraiment d'accord avec le tarif de leur séance. Le tarif d'une séance d'un psychologue était de 50 euros. Eh bien là, ça passait à 30 euros, sauf que les psychologues étaient biaisés. Et du coup, il y a plein de psys qui ne font pas partie de mon parcours psy. Je crois que c'est pas mon parcours psy, je crois que c'est mon soutien psy. Mon soutien psy, je me trompe depuis tout à l'heure, de mon soutien psy. Et donc du coup, malheureusement, comme ils n'ont pas réussi à trouver un consensus avec les psychologues, mon parcours psy, c'est génial, mais c'est un peu compliqué. Ça permet au moins, le parcours psy, ça permet au moins, il y a 12 séances par an, ça permet de se dire, je dois sortir peut-être que une séance de ma poche pour faire une séance tous les 15 jours. Et là, j'ai un bon truc. Mais c'est un dispositif qui aujourd'hui a encore des failles. Il tend à s'améliorer, c'est génial, mais il a encore certaines failles. Donc du coup, on est là sur ce problème qui est vraiment présent par rapport à toutes ces choses qui sont disponibles, mais qui malheureusement en fait ont toujours des failles. Alors notre réalité à nous, quand on est face à la dépression, c'est de réussir à ne pas être dupe de la situation. L'objectif ici, c'est de pouvoir savoir ce que l'on doit faire pour sortir de la dépression et qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape pour s'en sortir. Donc du coup, on va commencer par discuter justement des étapes pour sortir de la dépression, pour vraiment avoir une bonne prise en charge de sa dépression. Forcément, je vais te proposer 5 étapes qui est adaptée de la méthode des 5A, parce que c'est pour ça que je l'ai créée, pour faire un travail complet, et tu verras comment impliquer le système de santé dans chaque étape, dans chaque processus. T'es prêt ? Alors peut-être que tu vas aller chercher un papier, un stylo, tu n'en as pas besoin. Je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui est dans les notes de cet épisode, qui est un guide sur les 5 étapes pour sortir de la dépression, qui va retracer tout ce que je te propose à travers en fait l'épisode d'aujourd'hui. Comme ça, tu auras un plan d'action clair et précis pour savoir quoi faire pour sortir de ta dépression. Si tu as déjà téléchargé ce guide et que tu vas me dire « Ah il n'y avait pas ça quand je l'ai téléchargé la dernière fois », il a été mis à jour, je t'invite à le retélécharger pour pouvoir être sûr d'avoir la bonne version. Alors, on va commencer avec la première étape qui est bien sûr d'accroître sa connaissance sur la situation, sur la dépression. Premièrement, quand on est face à notre dépression, on doit savoir ce que c'est. Tu dois te renseigner sur la dépression. Tu dois connaître les grandes lignes. C'est quoi les symptômes? C'est quoi les systèmes de soins? Qu'est-ce qu'une dépression? C'est quoi la maladie? Etc.
informe-toi sur la dépression. Que tu veux t'informer sur la dépression, tu as mon podcast où j'y réponds à plein d'endroits sur la notion de la dépression. Si tu t'informes sur la maladie, tu comprendras mieux la situation et tu seras proactif dans ton schéma dans ton processus de guérison, tout simplement. Le fait de reconnaître tes symptômes, de savoir ce que c'est, va te permettre d'aller dans la première étape. On doit bien sûr aller voir un médecin généraliste pour diagnostiquer la dépression. Pourquoi je dois aller voir un médecin et pas un psychologue, Manu? Parce que tu m'as dit que c'était quelque chose qui pouvait être complètement multidisciplinaire. Alors, la réalité, c'est qu'il ne faut pas oublier quelque chose d'important. La dépression est une maladie et un dysfonctionnement biologique. Il est possible d'avoir des moments de dépression qui n'ont rien à voir avec la dépression. Laisse-moi t'expliquer. La dépression, on le sait, c'est un dysfonctionnement biologique. Il existe plein de situations qui peuvent déclencher des symptômes de la dépression. 1. La dépression, donc la maladie. Ça peut être un problème lié à notre thyroïde, parce que notre thyroïde a un impact sur nos neurotransmetteurs, et ça peut être un problème hormonal pour certaines femmes, ou plein d'autres soucis, liés peut-être des fois à des soucis d'intestin, des soucis d'estomac, blablabla. Il y a plein de choses qui peuvent déclencher tout simplement la dépression. Le médecin va être capable de faire la part des choses. Il va poser des questions, discuter avec toi pour être sûr qu'on est bien sur une dépression maladie et pas un autre problème. Souvent, et moi ce que je conseille, c'est de demander au médecin traitant de faire une prise de sang. Le fait de faire cette prise de sang permet de voir comment est la thyroïde et d'autres aspects de notre vie. Et puis un truc assez intéressant, ça peut être aussi le moment de parler de peut-être qu'on a des moments dépressifs uniquement liés à notre syndrome prémenstruel pour les personnes qui ont un utérus. Donc en fait, vraiment, la réalité aujourd'hui, c'est que la première étape, c'est le médecin généraliste, car lui va être capable de diagnostiquer une dépression. Et autrement, il y a aussi le fait qu'il existe plusieurs dépressions. La dépression est un mot générique pour parler de plus de 9 formes différentes de dépression. Et donc du coup, forcément, en fonction de la dépression, il va tout simplement diriger vers le bon interlocuteur. C'est pour ça qu'il faut donc expliquer clairement ce que tu ressens à ton médecin. Plus tu lui donneras des informations, plus il sera à même de te diriger vers le bon spécialiste. Forcément, quand tu vas te retrouver avec ton spécialiste, l'une des choses que tu dois savoir, c'est comprendre ce qui t'arrive. On est toujours dans la partie à croître. Et c'est pour ça qu'il faut poser de bonnes questions. Moi, je vois souvent mes patients, quand je leur pose des questions en leur disant « Est-ce que vous avez des questions ?» Souvent, c'est non. Dès le début de la séance, hein. Et je leur dis, mais en fait, est-ce que vous savez ce que c'est que la dépression ? Est-ce que vous voulez savoir combien de temps va durer la thérapie ? Est-ce que vous voulez savoir si vous avez besoin d'un antidépresseur ? Et là, j'ai dit oui. Donc, en fait, il faut poser plein de questions. L'objectif ici est d'être sûr qu'on a vraiment compris tout ce qui nous avait été dit, compris le diagnostic qui a été fait et ce qu'il faut faire pour sortir de la dépression. Dans le guide que tu as à ta disposition, tu vas avoir une liste complète de plein de questions à poser à ton thérapeute pour vraiment être sûr que tu as bien préparé ta séance. On arrive sur la deuxième étape. On est sur accepter sa dépression. Pour vraiment réussir à travailler en adéquation avec notre système défaillant, il est important d'accepter sa dépression. Pourquoi ? Parce que tu vas te retrouver avec des gens qui vont faire des boulettes. Au-delà d'avoir des gens qui vont stigmatiser la dépression, il y a aussi des gens imparfaits. Il y a des gens, ça peut être leur dernière journée de travail, ça peut être fatigant, pas être stressé, et non pas forcément la bonne attitude à certains moments. Moi, ce que je trouve important, c'est que si je rentre dans l'acceptation de la dépression, je ne vais pas m'offusquer sur certains mauvais propos que peuvent avoir les personnes. Ensuite, ce qui va être aussi important, c'est que si j'accepte ma dépression, je devais accepter que c'est pas de la faiblesse, et donc je vais être plus bienveillant envers moi, et surtout, je ne vais pas saboter mon processus de guérison en arrêtant la thérapie dès que je pense que je vais mieux, ou en arrêtant le traitement quand je pense que je vais mieux. Il y a un truc à savoir, la thérapie, on demande à ce qu'elle s'arrête au moins 3 à 6 mois après l'arrêt complet des symptômes de la dépression. C'est pas dès que je vais bien qu'on l'arrête, parce qu'une période de bien ne veut pas dire que la dépression est partie à 100%. Vraiment, pour moi, l'arrêt de la thérapie, c'est le médecin, le psychiatre, le psychologue qui dit « aujourd'hui, on peut arrêter parce que je vois ci, je vois ça ». On n'arrête jamais de soi-même.
tu vas voir que j'ai ajouté cette séquence parce que je me suis trompée dans mon script. Je regarde toujours à la fin de l'épisode de podcast si j'ai bien tout dit et je me suis rendu compte que j'ai oublié un paragraphe complet. Cette section, c'est si j'ai des problèmes financiers, comment je peux avoir accès aux soins pour ma santé mentale. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à ta disposition. Premièrement, tu peux avoir accès à un médecin et un psychiatre qui est remboursé par la sécurité sociale. Et il existe des psychiatres qui sont psychothérapeutes qui peuvent du coup te permettre d'avoir une séance qui est remboursée et avoir aussi de la psychothérapie. Tu peux aussi utiliser Mon Soutien Psy qui est un dispositif tout simplement du gouvernement. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est 12 séances de psy qui sont gratuites. Tu peux donc trouver un psy qui fait partie du parcours et peut-être devoir régler qu'une seule séance par mois en plus de la séance gratuite. Peut-être que tu vas pouvoir mettre de côté pour faire les 12 séances d'un coup et ensuite de pouvoir régler les séances d'après. Il faudra voir un peu avec le soutien psy comment ça fonctionne. Ensuite, tu as accès aux centres médico-psychologiques. Il y en a partout en France où tu peux t'y inscrire. Grâce à cela, tu as accès à des psychologues, à des professionnels de santé pour ta santé mentale à moindre coût. Donc ce sont toutes les dispositions qui sont possibles en France. Je ne connais pas les autres pays, je suis désolée, mais c'est ce que tu peux faire pour avoir quelqu'un. Si ta problématique est plus sur le fait que tu es sur liste d'attente pour trouver un psychiatre et que tu n'arrives pas à en trouver, n'hésite jamais à utiliser les téléconsultations. Tu as beaucoup de sites à ta disposition pour ça, tels que les sites comme l'application Care, par exemple, Q-A-R-E, qui va te permettre en fait d'avoir accès à des psychiatres assez rapidement et ne pas attendre trop longtemps. Ça peut être aussi très intéressant pour toi et ça va te permettre en fait d'avoir quand même accès à un psychiatre. Oui, c'est en téléconsultation, tout le monde n'est pas fan, mais ça peut te permettre sincèrement d'avoir quelqu'un rapidement, le temps que tu trouves ton psychiatre qui sera à côté de chez toi. C'était donc mes petits conseils pour trouver un praticien à côté de chez toi à un coût raisonnable. Allez, je te laisse avec la suite de l'épisode. Dans la deuxième partie d'accepter, c'est aussi accepter le traitement antidépresseur. Les antidépresseurs ont comme action de pouvoir aider nos neurotransmetteurs qui dysfonctionnent au niveau de notre cerveau. Leur objectif est de pouvoir mettre en place avec notre corps une meilleure gestion de ces neurotransmetteurs. Puisqu'il s'agit d'une molécule particulière, ça prend bien plus de temps, donc on ne voit pas les effets de l'antidépresseur au moins 1 mois après la prise de l'antidépresseur. Il faut donc être patient. De plus, il est reconnu que les antidépresseurs peuvent avoir des effets secondaires. Si j'ai des effets secondaires, on n'arrête pas l'antidépresseur, on en parle au médecin, parce que l'arrêt brutal peut apporter d'autres problèmes. Le fait de prendre rendez-vous, le médecin peut aussi expliquer que c'est normal d'avoir ces effets secondaires présents et que du coup, peut-être que quelques jours d'arrêt peuvent faire du bien. Vraiment, engage-toi avec ton médecin pour que tu sois sûr que ce que tu prends comme traitement est adapté. Et bien sûr, quand on accepte sa dépression, on est vraiment actif dans la thérapie. C'est vrai qu'on attend beaucoup à ce que le psychiatre, le psychologue puisse bien diriger la thérapie et nous poser beaucoup de questions. N'oublions pas que le psychiatre reste un médecin et qu'il va souvent rester un peu dans sa manière de fonctionner et que du coup, il peut ne pas nous donner beaucoup d'infos. Moi, je sais que mon psychiatre, il a vraiment une rétention d'informations sur le diagnostic que j'ai, comment j'avance, comment je vais. Donc moi, en tant que thérapeute, je prends beaucoup de temps pour dire à mes patients comment ils avancent, comment ils vont, parce que je sais que c'est quelque chose qui, moi, m'aurait rassuré. Et donc moi, avec mon psychiatre, je lui demandais, il faut poser des questions. Comment j'avance, comment j'évolue, qu'est-ce que vous pensez de la situation, etc. Parce que ça va me permettre de me rassurer et d'aller rechercher les infos. Le psychiatre, le psychologue, ils n'ont pas forcément tous par rapport à notre construction. Et s'il y a des choses qu'on a besoin d'être rassurés, ils vont pas forcément toujours les voir. C'est donc à nous de faire cet effort conscient, d'aller pour demander, de poser des questions à notre thérapeute pour être sûr d'être rassurés. Soyons donc acteurs de la thérapie. La troisième étape du processus de guérison, agir contre sa dépression. Alors, dans la thérapie, il peut y avoir des actions qui vont être demandées très rapidement. Mais il y a un truc qu'il faut absolument savoir, il y a des actions à intégrer tout de suite. La première, c'est manger équilibré. Ça, c'est pas négociable. Avoir une bonne qualité de sommeil et ensuite faire de l'exercice.
Tout le monde le sait, le sport apaise énormément. Alors, on peut forcément ne pas avoir la motivation pour aller en salle de sport. Moi, mon conseil, c'est d'aller marcher 2 fois 20 minutes tous les jours dehors. Et si on sent que 20 minutes c'est trop, on peut juste faire le tour de l'immeuble ou le tour de la maison et rentrer. Pour faire ça tous les jours, pour se redonner un peu de peps. Déjà, ça nous permet de sortir et donc de s'exposer à la lumière qui fait beaucoup de bien à notre santé mentale. Et deuxièmement, de nous apporter aussi la libération d'endorphines qui va améliorer l'humeur face à notre dépression parce qu'on fait du sport. Vraiment, si on met en place ce minimum syndical que tout le monde a recommandé de faire, ça va être important. Ensuite, on n'oublie pas que chacun va avoir sa propre dépression et que le processus qui va être utilisé pour sortir de la dépression va dépendre de chacun. Et donc, on va peut-être devoir mettre en place des changements dans ton environnement, ton mode de vie, tes relations familiales, de couple, etc. Et donc, il faut donc mettre en place des bonnes actions. Ensuite, on nous demande aussi, dans les actions, de ne pas de s'isoler. Parler à des amis, des membres de la famille, peut vraiment apporter beaucoup de réconfort. Alors, un autre truc, un petit disclaimer là-dessus, à toi de trouver ton équilibre. C'est vrai que des fois, on veut beaucoup parler, et on ne fait que parler de la dépression et de ce qui ne va pas. Il faut aussi poser des questions à nos proches, comment ils vont, s'intéresser à eux, pour ne pas avoir l'impression qu'on ne vient de les voir que pour la dépression. Donc, dans les actions, on met en place les minimums syndicaux, alimentation, sommeil et sport. On agit face à la dépression, on pose des questions à notre thérapeute et surtout, on permet de comprendre un peu les changements de vie qu'on doit apporter et on s'entoure de bonnes personnes. La 4e étape, on anticipe les difficultés. L'une des premières choses à savoir, c'est de pouvoir gérer les moments de faiblesse. Prépare-toi, tu vas avoir des moments difficiles. On le dit pas assez dans le processus de guérison, mais tu feras des mini-rechutes, tu auras des moments où ton humeur ne sera pas au top, où tout ce que tu auras fait comme avancée, tu auras l'impression de reculer derrière. C'est le processus de guérison de la dépression. Et donc, le fait de savoir que ces moments peuvent survenir et avoir un plan d'action préparé en amont pour pouvoir t'aider va te permettre d'avoir un sentiment de contrôle et de sécurité. Il est utile vraiment de te rappeler que ces moments de faiblesse ne te définissent pas et ne définissent pas non plus ta progression globale. Le fait que des moments où ça ne va pas ne veut pas dire que tout ce que tu as fait est zappé. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras vraiment demander régulièrement à ton thérapeute. On anticipe en acceptant les moments de faiblesse, mais en utilisant aussi la patience. La patience est la clé pour ton processus de guérison. Il faut du temps. Vraiment, moi, j'y croyais pas et quand je me suis rendu compte qu'avec les années, j'allais bien mieux, forcément, la patience a vraiment quelque chose d'important pour moi. Mais tu vois, on est patient face à la dépression, mais patient actif. C'est-à-dire que c'est comme quand on attend un bus. Si j'attends mon bus et que je ne fais rien et que je regarde au loin le bus qui arrive, ça va me stresser encore plus. Alors que si je regarde ma série préférée, Nicky Larson, sur mon Netflix, eh bien, je serai super contente quand le bus arrive parce que j'aurais pas vu l'attente. Du coup, comment on peut être actif? Eh bien, on accepte sa progression, on fait des victoires pour chaque petit pas, on se focalise sur nos avancées, on se fixe des petits objectifs et on va de l'avant dans notre vie du quotidien pour ne pas rester focus sur tout ce qui ne va pas. On regarde devant. Voici donc la dernière étape de notre processus de guérison. Nous savons très bien que on a besoin vraiment des fois d'ajuster et d'évaluer notre traitement. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, le médecin va augmenter, diminuer. On va mettre un peu des curseurs à droite à gauche. Tu vas donc avoir besoin de discuter régulièrement avec ton professionnel de la santé. On n'arrête pas sa thérapie du jour au lendemain. Plus vous allez discuter avec ton psychiatre, ton psychologue, mieux tu sauras gérer la situation. Et quand il y aura des ajustements à faire, ce sera bien plus facile. Chaque dépression est unique. Sois donc ouvert à essayer des nouvelles méthodes si les méthodes que tu as n'existent pas. Si tu es peut-être résistant à l'antidépresseur, peut-être qu'une thérapie intéressante comme la thérapie de l'ACT, le MDR, l'EFT peut vraiment t'aider. Ce sont d'autres types de fonctionnement, d'autres types de thérapies qui peuvent te permettre de prendre un certain recul et de travailler différemment. Le fait de te remettre à faire du sport, à manger équilibré, etc. peut être des antidépresseurs naturels qui n'ont rien à voir avec le traitement que tu as. Quand on est face à une situation où la dépression est difficile, on n'hésite pas à rechercher d'autres praticiens,
d'autres experts pour vous permettre en fait d'aller de l'avant. Donc il faut bien être conscient que la communication avec ton thérapeute est essentielle. Vous devez parler, tu dois lui raconter les choses, pas lui mentir, et c'est important. Dernière chose, tu n'es pas marié avec ton médecin traitant, ton psychiatre ou ton psychologue. Tu peux changer de thérapeute et de type de thérapie à n'importe quel moment. Moi, j'aime beaucoup dire ça à mes patients, mes clients, parce que les gens n'aiment pas quand je dis mes patients, à mes clients, parce que du coup, le fait que je leur montre que, voilà, moi j'ai telle approche, mais je sais que tel collègue, tel confrère a une autre approche, elle ne me dérange pas de les diriger vers celles que je sens les plus pertinentes pour eux. Prendre ce recul, ça aide énormément et ça permet de prendre vraiment soin de soi. Et donc du coup, la dernière étape, c'est de faire preuve de la résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à rebondir malgré les défis. Malgré le fait que ce soit toi qui dois te suivre tout au long de ce protocole de soins à travers ce système de santé un peu défaillant, le plus important en fait, c'est de pouvoir voir à quel point tu es capable de gérer la situation. Tu as bien plus de force que ça. La résilience ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais ça va plutôt t'aider en fait à les surmonter en sortant plus fort de la situation. Si tu es face à un psychologue qui ne te comprend pas, tu as l'impression d'avoir changé 20 milliards de fois d'antidépresseurs, le fait que tu te retrouves dans ces difficultés vont te permettre de développer de la résilience et aller de l'avant. Chaque étape, chaque effort te rapproche de la guérison et d'une vie bien plus équilibrée. Donne-toi donc le temps nécessaire d'y parvenir. Chez By Daily Pression, il y a plein de choses à ta disposition pour t'aider dans ce processus. Il y a tous les vendredis un épisode de podcast pour t'aider. Tu as aussi pas mal de guides à ta disposition. Moi aussi, je fais de la thérapie pour aider les gens qui souffrent de dépression. Si tu souhaites travailler avec moi, je t'invite à réserver ton appel découverte, le lien dans les notes de cet épisode. Et il y a aussi 2 grandes choses que je souhaite annoncer. Au moment où j'enregistre l'épisode du jour, nous sommes le 2 août 2024. À partir du 1er septembre, tu vas pouvoir avoir accès à des choses assez intéressantes. Premièrement, tu vas pouvoir avoir accès à un programme qui s'appelle Power of Depression, qui va pouvoir en fait avoir un nouveau groupe de soutien à sa disposition. Ce groupe te permettra de te connecter avec d'autres personnes qui traversent des mêmes expériences que toi et avoir aussi partagé vos histoires, vos défis et vos succès à travers ce groupe de parole. Ce groupe de parole sera aussi accompagné d'un cours complet sur la méthode des 5A pour sortir de la dépression. C'est un groupe qui sera privé, qui va travailler sur 6 mois. Donc il y aura quelques places qui seront disponibles. Si tu veux t'inscrire, il te suffit d'aller tout simplement de réserver ta place dans la liste d'attente. Le lien est dans la note de cet épisode. Et à partir de septembre 2024, tous les mois, il y aura un atelier sur la santé mentale et la dépression. Chaque mois, je vais changer de thème, de sujet pour te permettre en fait d'approfondir des points sur la dépression et des difficultés. J'ai vraiment hâte de te partager toutes ces choses-là, de te proposer vraiment des contenus pour te permettre de compléter le système de santé qui est défaillant et te permettre en fait de pouvoir sortir de la dépression malgré tout ça. L'objectif ici, c'est de montrer que même si c'est compliqué, on peut toujours sortir de la dépression, mettre en place les bonnes choses face à la maladie. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? En effet, notre système de santé n'est pas mauvais, mais a certaines, on va dire, failles. Le problème est que la dépression a une approche multidisciplinaire et il faut donc du coup gérer le psychiatre, les psychologues et autres spécialistes qui ne sont pas dans les mêmes domaines. Bien sûr, on doit aussi apprendre à sortir de cette stigmatisation que les gens peuvent avoir. On est un petit peu déçu que certains praticiens ou professionnels de santé n'ont pas la formation adéquate sur la santé mentale et que le manque de ressources dans les CMP peut être assez affolant. Pourtant, il existe plein de solutions pour sortir de la dépression. En mettant les bonnes solutions étape par étape en place, tu peux vraiment réussir à sortir de là. Il y a plein de ressources pour t'aider, pour t'encourager et t'accompagner. À travers By Daily Pression, mon job est de t'aider face à la dépression pour retrouver tout ce qu'il te faut pour aller de l'avant. J'ai créé un guide très simple pour te permettre de suivre tout ce processus et penser à toi, quelle que soit l'étape dans laquelle tu es face à ta dépression.
Vraiment, si tu mets en place les bonnes choses, tu te mets dans les bonnes conditions pour sortir de la maladie. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et que tu l'auras trouvé vraiment intéressant. Moi, il m'a énormément plu. J'ai mis beaucoup de temps à le préparer et j'espère qu'il te plaira, ainsi que toutes les nouveautés qui arriveront à partir du 1er septembre. Merci à toi et pour avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!